Et si tout ce qu'on nous a appris à l'école sur la réussite était en fait dépassé? C'est la question un peu provocatrice que pose Komla Tsekomla dans son livre « Ce que l'école aurait dû nous enseigner ». Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son analyse pour comprendre pourquoi notre éducation ne nous prépare peut-être pas si bien que ça à la réussite financière dans le monde d'aujourd'hui. La question de fond, elle est simple. Le système qui nous a tous formés est-il encore vraiment adapté? Pour nous faire réfléchir, l'auteur utilise une comparaison visuelle assez percutante. Prenez le téléphone, par exemple. En un siècle à peine, on est passé de cet appareil un peu rustique à manivelle à un véritable super-ordinateur qu'on tient dans la main. La transformation est juste radicale, on est d'accord? Pareil pour les voitures, on est passé de ces premiers engins à peine motorisés aux véhicules high-tech qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus aucun point commun. Le progrès est juste spectaculaire. Et maintenant, regardons la salle de classe. Si on met côte à côte une photo d'il y a 100 ans et une d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé? Bon, les vêtements, la qualité de l'image, oui. Mais la structure de base, un prof devant des élèves assis en rang, elle est restée quasiment la même. Et c'est ce contraste qui est vraiment au cœur de la critique de l'auteur. Alors pour explorer cette idée, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va regarder le diagnostic posé sur le système scolaire. Puis on va se pencher sur la vérité du salariat. Ensuite, on découvrira l'alternative que propose l'auteur, comment la mettre en place, et pour finir, les habitudes clés pour viser la liberté financière. On attaque avec la première partie, un système scolaire qui serait à la traîne. L'idée de l'auteur, c'est que nos écoles, même si elles ont évolué, sont restées coincées dans un modèle qui ne colle plus vraiment aux réalités économiques d'aujourd'hui. L'auteur s'appuie sur une citation assez forte d'Ivan Illich. Les diplômes représentent un obstacle à la liberté de l'éducation. Alors attention, l'idée n'est pas de dire que les diplômes sont inutiles, loin de là. C'est plutôt de critiquer un système qui en fait une fin en soi, une sorte de but ultime au lieu d'un simple outil parmi d'autres. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Eh bien, selon l'auteur, ce système produit en masse ce qu'il appelle des diplômés chômeurs. On nous apprend super bien à faire un CV, à passer un entretien, bref, à chercher un job. Mais on oublie un peu de nous apprendre l'essentiel, comment créer de la richesse, comment devenir entrepreneur. Et cette mentalité, elle nous mène tout droit à notre deuxième point, la vérité sur le salaire. On va voir comment ce modèle se répercute concrètement sur nos finances et quels sont les fameux pièges de l'emploi classique. Ici, l'auteur nous propose de voir les choses différemment. Le vrai moteur pour réaliser ces grands projets, ce n'est pas tant le salaire qui est souvent vite absorbé par les dépenses du quotidien, mais c'est l'épargne. C'est vraiment cette partie du revenu qu'on arrive à mettre de côté qui peut tout changer. Pour que ce soit très concret, prenons un exemple. Pour s'acheter une voiture à 5 millions de francs CFA, si on met de côté 50 000 par mois, il faudrait presque 9 ans. Et si on ne peut épargner que 10 000, là on parle de 42 ans. Ces chiffres, ils montrent de manière assez brutale les limites d'une stratégie qui repose seulement sur l'épargne d'un salaire modeste. L'auteur identifie ce qu'il appelle 3 virus mentaux qui nous bloquent. Le premier, c'est le syndrome du diplôme et du salariat, cette idée qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Le deuxième, c'est d'ignorer la règle des 10-90, c'est-à-dire épargner systématiquement 10% de tout ce qui rentre. Et le troisième, c'est la navigation à l'aveuglette, le fait d'avancer sans vraiment suivre ses comptes, ses entrées et ses sorties d'argent. Bon, face à ce constat un peu sombre, quelle serait la solution? C'est tout l'objet de notre troisième partie. L'auteur propose une alternative, le marketing relationnel. C'est le chemin qu'il suggère pour atteindre l'indépendance financière. Pour se donner une idée de l'échelle, regardons juste les chiffres de 2013 présentés dans le livre. Le marketing relationnel, à l'époque, c'était 178 milliards de dollars de revenus. C'est plus que l'industrie agroalimentaire et celle du cinéma réunies. On parle donc d'un secteur qui pèse vraiment lourd. Mais c'est quoi exactement? En gros, selon la définition du livre, c'est un modèle de distribution où les consommateurs sont payés à la fois pour leur propre consommation, mais aussi pour avoir recommandé des produits ou des services à d'autres. Pour le dire simplement, c'est du bouche à oreille, mais organisé et rémunéré. L'auteur utilise une analogie toute simple et géniale pour qu'on comprenne bien. Imaginez la petite gargote du coin, maman j'ai faim, où on adore manger. Et si la patronne nous donnait une petite commission chaque fois qu'un ami à qui on a recommandé l'endroit venait manger à son tour? Eh bien voilà, c'est ça le principe. On recommande tous des choses, tout le temps, gratuitement. L'idée ici, c'est de monétiser ça. Et cette idée, elle nous amène directement à la quatrième partie. Comment on passe du concept à la réalité. Il s'agit de construire sa propre activité. On va voir les conseils pratiques pour démarrer et surtout pour éviter les pièges. Et là, l'auteur insiste sur un point crucial, parce que ce modèle a parfois mauvaise réputation. Il faut absolument faire la différence entre une opportunité légitime et un système pyramidal. Une vraie opportunité, c'est basé sur un vrai produit, qui a de la valeur. La paix vient de la vente de ce produit. A l'inverse, une pyramide de Ponzi n'a pas de vrai produit. L'argent vient surtout des frais d'entrée des nouvelles personnes. C'est un système qui ne peut pas durer et qui est bien sûr illégal. Alors par où on commence? L'auteur donne une sorte de feuille de route en 5 grandes étapes.
1. Trouver une opportunité qui a du sens pour soi. 2. Connaître le produit ou le service sur le bout des doigts pour être crédible. 3. Construire sa liste de contacts de manière organisée. 4. S'entourer d'une équipe de qualité qui partage la même vision. Et 5, sans doute le plus important, persévérer, parce qu'il y aura forcément des difficultés. Tout ça nous amène à notre dernière partie qui va bien au-delà du marketing relationnel et qui s'applique en fait à n'importe quel projet. On va parler des habitudes pour la liberté financière. En gros, le bon état d'esprit pour réussir. Pour y arriver, l'auteur met en avant 5 habitudes, inspirées des travaux de Brian Tracy. La première, l'orientation journalière, planifier sa journée la veille au soir. La deuxième, l'orientation résultat. On commence toujours par la tâche la plus importante. La troisième, l'orientation humaine, se demander chaque jour qui on peut aider. La quatrième, l'orientation santé, prendre soin de soi au quotidien. Et la dernière, la plus dure mais la plus puissante, l'autodiscipline, c'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire, qu'on en ait envie ou pas. Pour résumer ce point, cette citation de Brian Tracy est juste parfaite. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais dures à vivre. Les bonnes habitudes, elles, sont dures à prendre mais faciles à vivre. Tout l'effort est au début et le bénéfice vient après. En conclusion, le livre de Comme là, c'est comme là, c'est beaucoup plus qu'une simple critique du système. C'est vraiment une invitation à repenser notre relation à l'argent, à la réussite, et il propose une voie possible vers plus d'autonomie. Cette analyse nous laisse donc avec une question essentielle. L'auteur a présenté un chemin, mais quel sera le nôtre ?